Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et précisément un nouvel épisode de ma série où j'analyse le travail des autres photographes avec vous, des autres photographes que je découvre au cours de mon voyage sur internet, au cours de mon voyage à travers les expositions. Et aujourd'hui j'ai eu un petit coup de cœur pour une série en particulier d'un photographe, donc je vais d'abord vous le présenter. Il se nomme Troyce Hoffman. C'est un photographe documentaire, un photographe qui documente la réalité de manière artistique, qui fait des reportages, parfois pour dénoncer, parfois pour montrer, parfois pour sublimer. Voilà en fait tous les jobs du photographe documentaire. Et donc Troyce Hoffman est un photographe qui a commencé donc à s'intéresser à la photo à partir du lycée, donc assez jeune. Et il a par la suite beaucoup voyagé pendant plusieurs années pour découvrir le monde et pour donc le documenter, le capturer. Alors nous voici donc sur son site, que l'on retrouve encore quelque chose de très sobre, sur fond blanc, avec une police d'écriture à patte fine, donc agréable à la lecture, simple, précise, et donc ça doit être plusieurs de ses séries, donc il fait à la fois de la couleur et du noir et blanc, bien que je pense qu'il y ait une petite préférence pour le noir et blanc. Voilà donc un peu l'ensemble de ces photos. Par exemple, si on clique ici sur Landscape, ceci va charger. On a d'abord la connexion de Charente-Maritime. Donc voilà, il fait des paysages par exemple, et j'ai remarqué qu'il aimait bien garder un ratio de cadre qui soit assez constant, assez similaire. Alors voilà un peu pour son site, donc j'imagine que quand on clique sur une photo, et bien voilà, on la voit en grand. J'ai remarqué que ça avait un peu du mal à charger. Est-ce que c'est à cause de ma connexion ou est-ce que c'est à cause de l'optimisation de son site? Je ne sais pas. Pensez, quand vous mettez en ligne une image sur votre site internet, alors déjà ce n'est pas comme Flickr, 500px, etc. ou même Facebook, où là, dans Facebook, il y a un algorithme de compression qui va venir compresser l'image pour que tout le monde puisse la voir assez rapidement et pour que ça ne prenne pas trop de place sur leur serveur. Tandis que quand vous êtes, donc vous auto-hébergez votre site, c'est-à-dire que vous êtes le chef de votre serveur en quelque sorte, vous avez loué un emplacement sur un terminal, eh bien il faut compresser au maximum les images parce que par défaut, eh bien, elles font la même taille que celles sur vos PC, sur votre PC que vous avez mis tout simplement dans l'interface web, par exemple si c'est WordPress. Donc si vous mettez un fichier de 5 mégas, vous le glissez-déposez dans l'interface WordPress, eh bien il va continuer à peser 5 mégas et il faudra donc que les personnes téléchargent l'équivalent de 5 mégas pour voir la photo. Et suivant l'endroit, on voit ici que ce n'est toujours pas chargé, eh bien ça va peser plus ou moins lourd, ça va être plus ou moins long et l'un des motifs principal quand les gens quittent les sites des photographes, c'est parce que les images sont trop lourdes à charger, prennent trop de temps à s'afficher tout simplement. Et là j'ai même remarqué que sur le site de Hoffman par exemple, si j'affiche l'image, eh bien, elle apparaît en toute petite puisqu'il y a il y a en fait, suivant la galerie, suivant le système que vous allez utiliser pour afficher les images sur votre page HTML, eh bien, il y en a certaines qui vont analyser votre connexion Internet et qui vont définir que ah non, là c'est pas assez rapide, du coup je vais afficher une version miniature. Or lui, il a défini dans ses paramètres de galerie qu'il allait afficher l'image en grand, donc elle apparaît tout simplement floutée et elle charge dans le vide, comme c'est le cas ici. Donc faites bien attention à tout ça puisque ça peut littéralement gâcher l'expérience utilisateur de votre site. Rappelez-vous que le site internet, c'est votre vitrine personnelle et c'est l'un des endroits les plus importants, l'endroit où vous allez renvoyer les gens qui désirent en savoir un peu plus sur votre travail, l'un des endroits où vous allez renvoyer les gens, les clients, etc., etc. Donc voilà, là j'imagine donc c'est l'onglet travail, l'onglet où on peut acheter peut-être ses tirages, un onglet contact, voilà quelque chose sommaire. 3 menus, on ne s'y perd pas. Un petit onglet panier qui veut dire qu'il y a une interface derrière de e-commerce. Donc voilà, tout y est, à part un petit peu peut-être l'optimisation du site. Je ferai sûrement une vidéo un jour où j'expliquerai les réglages de compression et les dimensions d'image que j'utilise quand je mets sur internet, que ce soit sur Facebook ou sur mon site personnel. Comme ça, vous en verrez un peu plus clair. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir cette vidéo rapidement. Dans le cas échéant, je la mettrai en premier sur ma liste. Alors, on va donc tout de suite attaquer avec une de ces séries d'images en particulier, puisque bon voilà, il fait plein de types d'images un petit peu différentes, bien qu'elles restent toutes de type documentaire. Mais là, on va parler donc d'une série
qui parle de l'Ouest américain. Alors pourquoi il l'a voulu faire? Parce qu'il voulait montrer l'importance de la préservation de ces lieux pour ne pas qu'ils soient dévorés par le monde moderne, par les villes, par tout ce qui est toute la modernité qui viendrait gâcher ces paysages finalement. Donc il a essayé de les photographier de la manière la plus belle possible, en tout cas avec son œil, avec sa vision. Et ce qui est intéressant dans la démarche de Hoffman ici, c'est qu'il a fait toutes ces photos avec un moyen format, donc 6.6, qui se nomme le Olga. Mais alors attention, cet appareil photo certes est un moyen format, mais est de piètre qualité en termes de construction. Par exemple, son objectif est en plastique, il est bloqué à F11. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Il a des aberrations chromatiques, il capte pas bien la lumière, etc. Et du coup, c'est un appareil de pauvre facture, même si c'est un plein format, je vous l'accorde. Et du coup, ce sont ces défauts, finalement, c'est ce qu'il explique dans des interviews, ce sont ces défauts qui ont permis donc à Hoffman de trouver le meilleur endroit pour ses compositions à chaque fois, sans faire de compromis. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec un réflexe récent qui a beaucoup de dynamique ou alors un bon argentique, il se suffit en fait de se placer un petit peu n'importe où, on aura toujours des endroits de lumière bien exposés. Tandis que là, il semblerait qu'il faille être pile dans le bon axe de lumière, pile au bon endroit pour avoir les ombres et les lumières qui nous intéressent et qui ne soient pas cramées par exemple, ou avoir une bonne netteté générale sur l'image. Et c'était donc tout le challenge que s'est donné Hoffman, et c'était intéressant. Et puis aussi, ça a l'air d'être un appareil assez compact, assez facile à transporter, et c'est toujours agréable de ne pas avoir 10 000 optiques, parce que aussi quand on se promène finalement dans ce genre d'endroit, on apprécie d'abord et avant tout la beauté de l'endroit. S'il faut justement déballer de la voiture tous les trépieds, tous les objets, installer le bail pendant 15 minutes, pendant 20 minutes, ça décourage, et il y a plein d'endroits finalement qu'on va rater. Il y a plein d'endroits où on va se dire « Oh non, on va pas un peu plus marcher parce que le matos est trop lourd ». Et du coup, on va parfois rater des conditions de lumière, des conditions de prise de vue qui pourraient être incroyables. Et si on avait eu un appareil un peu plus portatif, un appareil un peu plus léger, portable, ça serait plus simple d'y être allé, ça aurait été plus simple d'y être allé. Et du coup, on aurait fait de magnifiques photos. C'est pour ça aussi que j'insiste beaucoup à chaque fois sur la photo à l'iPhone, puisque la photo à l'iPhone, finalement, c'est de la photo qu'on a tous, c'est un appareil photo qu'on a tous dans notre poche, l'iPhone ou les autres smartphones, bien sûr. C'est un appareil qu'on a tous dans la poche et qui peut nous permettre littéralement de capturer le monde. Donc, on commence tout de suite, ce sont des noirs et blancs, donc vous l'aurez compris, donc bien sûr, voilà, c'est de l'argentique, c'est du noir et blanc. Il me semble que cette série a été faite à 1600 ISO à chaque fois. Voilà un petit peu pour les détails techniques, les exifs argentiques. Et alors, encore une fois, je m'excuse d'avance si la qualité des images n'est pas optimale, mais c'est des images récupérées sur son site et qui peuvent parfois donc être un peu trop compressées à cause de ma connexion incroyable là où je suis en vacances. Alors, donc, déjà on remarque que surtout, déjà c'est du 6x6, donc toutes les images de cette série, il faut aussi comprendre que c'est une série, donc quand on analyse des photos d'une série, on les analyse aussi dans l'œuvre globale. Et c'est du 6x6, donc il y a un cadrage qui est constant. Alors en numérique, vu qu'il y a un cadrage constant aussi qui est du 3,5, mais ce qui peut être intéressant, c'est aussi de recadrer chacune de ces images exactement au même ratio quand on fait de la série par exemple, pour vraiment pousser le concept au paroxysme et essayer de travailler dans la subtilité, de travailler dans les détails. Ça sert à ça, la série finalement. Et donc là, on est du 6x6 du format carré, et il a décidé de garder les zones, les bordures blanches qui entourent le cadre, qui entourent les cadres du négatif sûrement avant. Mais alors bon, moi je trouve ça pas vraiment esthétique, surtout que, alors peut-être sur son site ça marche parce que c'est sur fond blanc, mais en tout cas moi je vous conseille d'éviter absolument tout ce qui est surcadrage à base de blanc, surtout qu'on voit là qu'il y a un deuxième cadre à l'intérieur qui est noir, donc rajouter des cadres, ça devient chiant à la longue. Donc voilà, même si ça donne un effet de style, c'est vrai que ça ne sert pas à grand chose. Pour moi la photo se suffit en elle-même, n'a pas besoin d'autres artifices. Mais après, là encore une fois, ce n'est que mon avis. N'hésitez pas à débattre en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Je suis ouvert à toutes les critiques. Alors donc prenons cette photo qui résume bien finalement l'intégralité de cette série, puisque donc c'est un noir et blanc très contrasté, vraiment très contrasté. Souvent donc les ombres chez lui peuvent être presque bouchées, à la limite du bouché ici. Donc bouché ça veut dire totalement saturé de noir, c'est-à-dire qu'on ne voit plus les détails, on ne voit plus les petits graviers autour ou presque. Mais les lumières, les hautes lumières ne sont jamais cramées, et donc ça montre une maîtrise de l'exposition intéressante déjà. Vraiment il y tient, donc on voit même dans les endroits les
les plus clairs de la photo finalement. Peut-être sur cette roche ici, eh bien ce n'est pas cramé, on distingue les détails malgré la pauvre qualité du scan ici qui nous a été retransmis par internet. Voilà, ici pareil, on voit du détail, de la matière sur les ferrés, à la limite dans vos images, ce genre de paysage comme ça, sous-exposer un petit peu et avoir des ombres qui vont être un peu plus bouchées puisque ça nous intéresse moins, parce qu'il faut savoir que dans une photo, là où le regard est attiré en premier, c'est là où il y a de la lumière, où c'est éclairé, l'endroit le plus lumineux de la composition. Et donc si dans l'endroit le plus lumineux, eh bien c'est cramé, on ne voit pas les détails, c'est assez gênant. Tandis qu'on va venir après voir un petit peu les ombres, bien que là ce soit des masses importantes, des masses de noir importants, qui captent quand même beaucoup le regard, et on accepte beaucoup plus facilement, je trouve, qu'il n'y ait pas de détails. Donc préférez sous-exposer, préférez protéger les hautes lumières que les basses lumières, tout simplement. Donc ensuite, pour parler un petit peu de la composition, le format carré, c'est difficile en fait de faire une sorte de règle des tiers avec le format carré, donc on doit utiliser d'autres règles. En l'occurrence ici, là, il a utilisé quelque chose un peu central avec les pierres, comme ça, pile la pointe du lac qui vient ici, donc il s'est placé, mais pas tout à fait au centre, on voit un tout petit peu décalé sur la droite, pour peut-être avoir une meilleure perspective, pour avoir ici le sommet. Donc quand on enregistre autant d'informations, quand on a un décor aussi complexe à enregistrer, à capter, eh bien, le moindre petit mouvement va faire qu'on va voir plus ou moins les arbres sur la rive, qu'on va voir plus ou moins les pierres ici, qu'on va voir plus ou moins le sommet. Et il faut bien avoir tout ça à l'esprit et prendre en compte tout ça au moment où on va déclencher. Alors aussi, sur la plupart de ces images, il y a un vignettage très prononcé que l'on voit ici. Alors c'est pas totalement en rond, c'est pas un vignettage totalement en rond, c'est à moitié carré, à moitié rond, une sorte d'hybride, mais qui marche bien puisque finalement il assombrit le ciel alors qu'il fait jour pour qu'on se concentre vraiment sur le sujet principal, en l'occurrence ici, ce lac, ces montagnes et ces rochers. Passons à l'image suivante qui va être beaucoup plus blanche. Là aussi, c'est un défi de prendre en photo la glace, la neige. Alors c'est intéressant parce que quand on parle de Ouest américain, on a tout de suite en tête l'image des cow-boys dans le désert. Eh bien non, là en l'occurrence, c'est de la neige. Et donc là, pareil, c'est difficile à ne pas surexposer, donc faites attention. Dans vos appareils photo modernes, eh bien, il faut descendre le curseur de correction d'exposition, généralement quand on photographie quelque chose de très blanc, parce que la cellule de notre boîtier est affolée. Après, ça dépend bien sûr de votre modèle. Ensuite, là, on voit qu'il y a en fait un contraste énorme entre donc cette terre et cette glace. Donc, il fallait avoir l'idée de le mettre en scène. La plupart des gens seraient, par exemple, passés ici et auraient pris en photo juste un cadre comme ceci. Donc là, c'est intéressant, on intègre un petit peu de dynamique dans l'image. Donc voilà, et vraiment, toutes ces photos, de toute façon, dès qu'on les regarde, en fait, de cette série, il y a un effet waouh qu'on appelle, genre, il y a un effet... on est pris, quoi. On est pris, il y a un truc sur les bonnes photos comme ça. On est pris, on n'arrive pas à savoir... qu'est-ce qui fait en fait, enfin si on sait, c'est la succession de petits éléments qui vont faire que la photo vont être bien réussie, la succession de petits éléments réussis, mais il y a, quand on regarde l'image dans sa globalité, on se demande waouh, cette image est incroyable et on ne comprend pas vraiment pourquoi, il y a un effet qui nous laisse sans voix et qu'on ne peut pas décrire, puisque tout simplement ça fait partie du domaine du langage photographique, donc on n'arrive pas forcément toujours à le décrire avec des mots. Et là encore, voilà, donc une sorte de barrage naturel. C'est vraiment intéressant parce que donc, la mise au point est faite ici et je pense que c'est dû à la mauvaise qualité de l'objectif, mais on voit que les bords sont flous. Mais ce n'est pas grave, en fait. Ce n'est pas grave du tout parce que d'abord, donc là, il floute les détails des herbes qui auraient été trop nettes sinon, et du coup, qui viendraient vraiment trop perturber le regard du spectateur. Donc là, ça floute et ça recentre aussi le regard vers le centre de l'image, donc qui est le sujet principal, donc ce qui nous intéresse ici. Ensuite, ça floute aussi un petit peu les sapins, là, les sortes d'arbres, mais c'est agréable, ça donne un effet aussi un petit peu onirique, un petit peu étrange, un petit peu effrayant, pourquoi pas, puisque ça floute le contour des formes. On se demande ce que c'est véritablement. Pareil ici, la branche qui ressort avec la petite pointe de lumière. Et donc, quand vous voulez faire ressortir un élément, pensez toujours à l'arrière-plan sur lequel est cet élément. Parce que si cet élément est de la même couleur ou de la même tonalité, eh bien, ça va être difficile qu'il ressorte. Donc, il y a un contraste de couleur qui doit se faire ou un contraste de luminosité dans le cas d'un noir et blanc comme ici. Donc là, si il s'était placé un petit peu plus en hauteur avec son appareil photo, eh bien, à cause de la perspective, eh bien, cette branche se serait révélée être ici, devant l'eau qui est très claire. Et du coup, elle aurait été beaucoup moins visible. Or là, vu qu'elle est sur un fond noir de forêt bien dense, eh bien là, elle se détache comme une tache de lumière. Alors tout ça, c'est des petits détails, finalement, des micro-détails, mais rappelez-vous, ce qui fait une bonne photo, c'est une succession de micro-détails réussis.
Hop, photo suivante. Pareil, une gestion de la lumière incroyable. Le coucher de soleil, généralement, on a l'habitude de voir beaucoup d'images de coucher de soleil en couleur parce que tout de suite, on se dit qu'il faut profiter d'un dégradé tellement intense, tellement incroyable, orange, rouge, violet, bleu. Mais donc c'est très beau, mais on peut aussi l'exploiter en noir et blanc puisque en noir et blanc donc on supprime le canal de couleur mais on garde la lumière et c'est vrai que la lumière de coucher de soleil, en tout cas de soleil qui se baisse à l'horizon comme ici, eh bien est toujours agréable, toujours intéressante. Et donc là il a attendu sûrement quelques temps avant que le soleil passe pile au niveau du cactus ou alors il s'est placé pile au niveau du cactus, donc un choix à faire et pareil il a dû attendre que le soleil sorte des nuages puisqu'on a des nuages qui sont pile sur la ligne du soleil parce que si le soleil avait été caché par le nuage, eh bien on aurait perdu tout cet effet magique, tout cet effet découpe, silhouettage finalement sur les cactus. Pareil là il fallait avoir l'idée, il fallait vraiment c'est une composition ça originale, pareil avec cette montagne. Du coup, en fait, cette montagne, c'est le but. On ne sait pas vraiment quelle taille elle fait, puisqu'on voit que plus on avance ici, plus les cactus se rétrécissent. Donc, on peut imaginer que c'est un paysage grandiose de toute manière. Voilà, donc c'est intéressant. Là encore, on a des nuages noirs qui viennent contraster avec des nuages blancs. Donc, c'est vraiment intéressant comme composition. Image suivante, là on rentre un peu plus dans de la texture pure, dans le sens où on a vraiment de la pierre qui est mise à vif par un éclairage dur. C'est intéressant ça quand vous photographiez donc des textures, de la matière, et bien de profiter d'un éclairage dur et non doux. Parce qu'un éclairage doux, donc c'est-à-dire avec des ombres douces, qui va être un éclairage qui va être diffusé, et bien va moins rendre compte, va moins mettre à nu. Je ne sais pas si vous comprenez bien ma pensée, va moins bien mettre à nu la texture parce que les ombres dures vont délimiter véritablement tous les contours de celle-ci et vont lui donner un aspect beaucoup plus net. Et donc ça peut être intéressant d'exploiter cette lumière. Et surtout en noir et blanc puisque la lumière dure, donc avec des ombres qui sont faciles à découper, des ombres nettes si on peut le dire, et bien rend bien en noir et blanc puisque tout simplement c'est la définition du contraste. Voilà, le contraste c'est la différence entre les hautes et les basses lumières. Donc ici, eh bien, on a du noir qui vient énormément contraster puisqu'il est très différent ce noir de ce blanc là. Donc voilà un petit peu pour la composition. Pareil, une image en fait qui prend vraiment au trip. En tout cas, ces images de paysages m'ont touché, et pourtant je ne suis pas photographe de paysage, mais ces images m'ont vraiment touché. Par exemple, là, la simplicité, tout simplement. L'effet de désert qui s'en ressort, c'est ça que ça marche. C'est puissant. Voilà, là encore, donc c'est une sorte de racine de l'arbre et on a l'impression en fait que c'est un mec tout simplement qui est desséché, qui est mort à côté de cet arbre. Et j'ai mis longtemps à comprendre en fait ce que c'était parce que pareil là aussi c'était très contrasté. On peut jouer avec la lumière ou pour montrer donc ou pour cacher certains éléments de la photo pour laisser libre part à l'interprétation. L'imagination étant plus puissant que ce que l'on peut voir et donc créer plus de sensations, plus d'émotions et c'est ce que l'on veut faire aussi en photo. Donc voilà un petit peu pareil, les bords flous ici, mais qui ne viennent pas gêner finalement. Et puis ça me fait rire quand on voit tous ces tests de nouvelles optiques qui sont si nettes sur les bords et qu'après on utilise des plugins pour ajouter du vignettage et pour ajouter du flou circulaire, autant prendre directement un objectif en plastique. Non, enfin bon, j'abuse, mais vous avez compris le principe. Et là pareil, en fait, vu que bon, ça c'est sûrement dû au tirage et tout, mais là le bord noir est abîmé par le blanc, du coup on voit que ça. Moi je vois que ça sur l'image et il faut que je me concentre en fait pour pas le voir en fait, pour cacher à mon esprit. Et donc du coup bah, c'est un petit peu dommage. Voilà, après bon sinon la photo en elle-même est assez incroyable, pareil ces montagnes noires là où la neige finalement ce n'est pas déposée, là où la plupart des gens seraient venus photographier peut-être ici, ou auraient peut-être zoomé, voilà. Donc je trouve toujours ces cadres, ces compos vraiment intéressantes. Après il n'est pas pile au centre de cette montagne, sûrement pour faire apparaître ce rocher ici avec la lumière. Parce que pareil, donc tout à l'heure on parlait de contraste de lumière par rapport à un élément, par rapport à son environnement, son arrière-plan. Et bien là, en l'occurrence, suivant l'axe de prise de vue, suivant là où s'est placé le photographe, et bien la lumière va taper différemment sur la pierre, et donc cette pierre pourrait être totalement noire. Pareil, si vous utilisez un filtre polarisant, cette pierre pourrait être totalement noire ou un petit peu éclairée. Le fait qu'elle soit un petit peu éclairée, eh bien, ça fait qu'elle ressort tout simplement. Et il faut y penser à ces petits détails. Voilà, pareil, une photo prise en contre-plongée pour vraiment montrer l'importance de ces pierres. Et pareil, on ne met pas d'autres éléments, on ne met pas d'éléments qui pourraient nous donner une échelle. Et donc, on ne sait pas véritablement combien de taille fait ces roches.
Et pareil, donc là, il nous laisse avec le pouvoir de l'imagination. Donc c'est intéressant de ce côté-là. Là, un vignettage vraiment extrême pour vraiment se concentrer que sur cet arbre cactus. Voilà, on est en plein jour et pourtant le ciel est à moitié noir et ça ne nous choque pas parce qu'on est en noir et blanc. En noir et blanc, on peut se permettre plus de choses, on peut se permettre d'avoir plus de bruit, on peut se permettre d'avoir plus de contraste, on peut se permettre d'avoir des ombres bouchées, etc., etc. Il y a plein de choses qu'on peut se permettre en noir et blanc. Donc n'hésitez pas à tester, vraiment, je vous recommande de tester le noir et blanc si vous n'en avez jamais utilisé. Ça va vraiment vous ouvrir des horizons différents. Voilà, pareil, une photo donc de désert avec une lumière dure, on voit que ça découpe énormément. Ça, en fait, ça peut pas se faire avec Photoshop en mettant du contraste, parce que si ici je viens rajouter du contraste, finalement ça va accentuer ce qui existe déjà. Et si je l'enlève, eh bien le noir sera toujours présent. Le noir ici de ces deux fentes là de sable ne bougera pas, que je diminue le contraste ou pas, parce que voilà, ça s'appelle du noir bouché, il n'y a plus d'informations. Et ce noir-là peut être obtenu qu'à la prise de vue. Si la lumière était douce de base, on ne va pas venir s'amuser avec le pinceau à nettoyer en noir. Donc s'il y a un nuage qui passe et que vous voulez absolument votre lumière dure, attendez que les nuages disparaissent tout simplement. Là pareil, un peu plus de matière, de texture, on est proche de la texture aussi. N'hésitez pas à prendre des positions, quand vous prenez en photo, n'hésitez pas à prendre des positions qui semblent bizarres, que les touristes, les autres ne font pas. C'est ça qui fera aussi la différence. N'hésitez pas à vous baisser, n'hésitez pas à sauter, même pourquoi pas, à prendre des points de vue bizarres qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors là, c'est sûrement une photo qui a été prise juste après, peut-être même que là, il pleut encore, juste après la pluie. Ça, c'est très très intéressant à exploiter. Alors là, on est de loin, donc on voit pas le sol et on voit pas l'effet texture mouillée. Mais dès que les nuages commencent à se barrer après une pluie et que le soleil fait une percée avec ses rayons de lumière, ça rend généralement très bien. Surtout que du coup, ça agit comme un projecteur qui serait un peu plus localisé, puisque sinon le soleil, c'est une lumière omnidirectionnelle, rappelons-le, qui éclaire un peu partout. Et tandis que là, les nuages viennent faire effet de volée, comme si on avait mis une sorte de coupe-flux de lumière, comme du cinéfeuille, on peut le dire pour ceux qui connaissent. Et du coup, ça va éclairer qu'une partie du décor. Ça va éclairer donc de manière localisée. Et ça va nous permettre de plonger vraiment des endroits dans le noir et d'avoir des paysages surréalistes qui n'apparaîtraient pas normalement, ou alors il faudrait un énorme spot. Mais avant que vous ayez un projet de cette puissance, vous m'appelez. Voilà. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et généralement en plus, c'est des photos originales puisque tous les touristes se cassent à ce moment-là quand il pleut. Donc n'hésitez pas, c'est le moment où il faut rester, ne pas suivre la masse. Là, une photo un peu bizarre, un peu étrange, parce que, en fait, notre inconscient d'humain, c'est intéressant, ça de prendre en photo des choses comme ça qui ressemblent à ce qu'on connaît. Là, on va imaginer une sorte de pieuvre, en tout cas pour mon cas, je vais imaginer une sorte de monstre avec des tentacules et tout, parce que notre imaginaire d'humain vient se projeter dans la forme, et notre cerveau va imaginer une forme, alors que ce n'est pas le cas. Après, peut-être que lui, le photographe, n'a pas fait ça consciemment, mais c'est intéressant de prendre en photo des choses qui ressemblent un petit peu, et qui n'ont pourtant rien à voir avec d'autres éléments qu'on pourrait connaître, d'autres objets que l'on pourrait connaître, pour créer encore un peu plus de complexité dans la photo. Voilà, voici pour cette image. Après pareil, donc là, les nuages, alors j'arrive pas bien à comprendre tellement l'image est contrastée, tellement il y a des éléments noirs. J'arrive pas bien à comprendre le temps qu'il faisait à ce moment-là. Et là encore, il a joué avec la météo. Et parfois, être photographe de paysage, ça demande d'attendre littéralement des heures et des heures, voire de revenir le jour suivant ou le jour d'après encore, pour avoir la bonne photo dans les bonnes conditions lumineuses. Parce que suivant le temps qu'il fait, puisque le temps qu'il fait finalement quand on est photographe de paysage, c'est la seule source de lumière qu'on a, le seul éclairage, on ne peut pas le contrôler. C'est pas avec un petit flash que vous allez éclairer la montagne. Et du coup, donc suivant le temps qu'il fait, eh bien un endroit peut totalement changer d'ambiance, quelque chose de plus dramatique, quelque chose de plus neutre, quelque chose de plus plat, sans contraste, avec contraste, lumière dure, etc. Il y a plein de choses à exploiter sur un même endroit. Et c'est pour ça aussi que les photographes de paysage profitent tellement de ce qu'ils font, profitent tellement de leur balade, parce qu'ils analysent les éléments différemment que les autres personnes, puisqu'ils sont en mode photo. Alors comment je vais rendre cette image et du coup, ils profitent d'un endroit différemment, ils le connaissent par cœur après, croyez-moi. Voilà, pareil, ça c'est intéressant de mettre un élément en avant-plan, comme ça vient bien ressortir. Hein. Donc voilà, intéressant sur cette image. Après, donc là encore, du fond blanc qui vient contraster qui vient faire écho plutôt que contraster avec le ciel, qui vient contraster avec la chaîne de montagne.
Voilà, peut-être que l'horizon, je l'aurais mis un peu plus droit dans ce cas-là. Mais sinon, voilà. Là, pareil, n'hésite pas à mettre du noir bouché, là, quelque chose de menaçant. On comprend, hein, on comprend. Il n'y a pas besoin que tout soit éclairé pour qu'on comprenne ce que c'est. Et d'ailleurs, ça cacherait ça casserait le charme de l'image. Mais là, on comprend très bien que c'est une sorte de crevasse. Voilà, la lumière au bout du tunnel. Voilà un petit peu. Alors pareil, là, c'est une image intéressante dans le sens où notre regard, notre œil, va pouvoir se balader librement dans la photo à loisir, sans s'ennuyer, parce qu'il y a plein de lignes différentes qui viennent se casser les unes aux autres, et parfois des lignes qui ne se finissent pas. Du coup, notre œil va rebuter et va revenir en arrière, etc. Donc ça, c'est une photo que l'on peut se permettre de regarder longtemps. C'est pas une photo où on est de ultra loin, on voit que des petits points et où il y a plus, au bout de 5 secondes, on a compris comment ça se passait. Là, il y a du détail, de la texture. Voilà, il y a des choses à regarder. Encore une fois, on avait un soleil qui baissait un petit peu. On le voit à cet éclairage latéral qui donne tout son charme aux matières. Vraiment, prenez des photos, essayez de prendre des photos au coucher du soleil ou au lever du soleil. Vous allez voir à quel point la lumière peut être intéressante à ces moments-là. Alors ça, c'est des genres de photos qu'on voit un peu partout, par contre, de dunes de sable, mais c'est toujours très beau et très esthétique, ce genre de choses. Alors moi, bon, alors bien sûr, lui, donc il est dans une démarche différente, encore une fois, et c'est intéressant de confronter les démarches. Mais dans ce cas-là, moi, quitte à ce que ce soit parfait, ce genre de dunes, parce que même les rivioles, là, les traces dans le sable sont parfaites dues au vent, eh bien, essayez de parfaire cette courbe. Et ça, c'est possible donc avec l'outil Fluidité. Hop, dans Photoshop, qui va nous permettre vraiment... Alors là, c'est encore une fois mon délire, hein, on accepte, on fait, suivant sa démarche, on fait comme l'on désire, mais ça va me permettre en fait de parfaire cette courbe, de vraiment la mettre parfaite, pour respecter, parce que finalement les dunes de sable ce sont des éléments naturels, donc des éléments créés par la nature, qui sont très beaux esthétiquement, qui sont très parfaits, et voilà. Et moi j'aurais un peu arrondi ces pics comme ça. Alors voilà, là, ça va prendre 2 heures, je vais pas le faire dans cette vidéo, mais histoire de parfaire ma chose. Voilà, c'est des petits détails, mais parfaire cette courbe va faire que ça va être plus équilibré, que notre œil va être moins sollicité. Voilà, par exemple, hop, juste parfaire un petit peu et continuer le long de cette courbe. Voilà, bon, après c'est mon délire, hein. Mec bizarre. Très contrasté encore. Peut-être même un petit peu trop, cette photo. Mais pourquoi pas, c'est un parti pris, c'est un style. Voilà, après donc les photos de toute façon d'une série, une fois qu'on en a analysé une, eh bien, se ressemblent beaucoup puisque ça reprend les mêmes codes, les mêmes principes. Donc en l'occurrence ici du noir et blanc contrasté avec vignettage, on protège les hautes lumières. Donc là pareil, ça devait être un orage, c'était chelou parce que vraiment le temps, la météo dans ces photos sont bizarres. Donc là encore une photo de neige où le brouillard, c'est intéressant ici, vient cacher l'arrière-plan et laisse encore notre imaginaire décider de ce qu'il y a là-bas. Par contre, ce vignettage un peu trop prononcé ici, c'est chelou, on comprend pas pourquoi il y a du noir sur la neige, à moins que ce soit ici la délimitation entre la terre et la neige, mais c'est bizarre du coup parce que ça perturbe l'œil, pourquoi pas. Là, c'est une des rares, même une des seules que j'ai vues dans cette série de poses longues, et qui dénote beaucoup des autres photos, du coup c'est bizarre de l'avoir intégré dans cette série. Mais pourquoi pas, là encore aussi du sable, on analyse vraiment la géométrie. Alors là pareil, ça aurait été en numérique, moi j'aurais rapidement, encore une fois, éliminé ces petits bouts de sable qui viendraient juste, en fait, c'est plus parfait, du coup ça vient un peu perturber le regard, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, surtout encore quand c'est calé dans la zone de flou, c'est pas grave, mais quand c'est calé dans la zone de netteté, eh bien, notre regard a tendance à s'y attacher, à s'y perdre, tout simplement. Donc là pareil, là c'est la même chose en fait que tout à l'heure avec les branches d'arbres. Donc il y a vraiment beaucoup de géométrie intéressante au niveau de la composition, sauf que là ça va être un dédale de courbes, de roches qui s'en va sans cesse. Et donc là il y a beaucoup de matière, là pareil, c'est une photo qu'on pourrait regarder pendant longtemps, tout simplement pour voir, pour capter tous les détails qui sont intégrés à l'intérieur. Voici pour cette image, pareil donc là, parfois des images où il y a juste des masses de blanc, des masses de noir. Pas forcément de forme à proprement parler, mais là en tout cas ça marche très très bien. Et puis bon, après là bien sûr, photo de paysage, ça dépend beaucoup du décor où vous êtes, vous allez exploiter différemment, mais là on voit par exemple que le photographe s'est baissé pour prendre la photo. Il n'est pas resté au point de vue d'humain, il est descendu pour faire ressortir cette texture en avant-plan, pour qu'elle attaque un peu plus le premier plan de l'image, et donc c'est plus intéressant que s'il était resté à hauteur d'homme.
Du coup, ça aurait été un paysage qu'on aurait plus l'habitude de voir. Le fait de prendre des points de vue chelous, entre guillemets, différents, eh bien, permet de nous montrer la réalité, en l'occurrence ici, de nous montrer les paysages différemment de ce que nous, avec notre point de vue d'humain, on a l'habitude de voir. C'est pour ça que c'est aussi intéressant. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de prendre des photos de paysages au grand angle et pas forcément au 50 mm, puisque 50 mm, rappelons-le, c'est l'équivalent à peu près de la vision humaine. Donc si on revoit finalement la même chose dans les photos de paysages que ce qu'on voit en vrai, eh bien ça devient un peu moins intéressant. Alors ça, c'est sa première photo, la photo de couverture, on va dire, de sa série. On comprend pourquoi, c'est vraiment très très beau. Bon, même si c'est cliché de ce genre de désert américain, ça marche très bien. C'est pour aussi montrer aux gens de quoi il s'agit. C'est parce que quand on voit des photos comme ça sur Internet, il n'y a pas forcément de descriptif. Les gens ne sont pas forcément allés voir les interviews du photographe, voir de quoi il s'agissait. Là, je vous l'explique. Mais donc, c'est intéressant de mettre des éléments que tout le monde connaît pour que les gens, en fait, comprennent inconsciemment. Ah bien, ce désert, il se trouve pas en Afrique, il se trouve en Amérique. Ça veut dire ça, 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 etc., etc. Donc, ça peut être aussi intéressant. Et donc là, ce qui est beau aussi dans cette image, c'est cette sorte de nuage blanc qui vient encore une fois contraster avec l'arrière-plan, rappelez-vous, qui est beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre ici. Donc c'est une photo en plus qui veut peut-être un peu porter le message qu'il a à dire, qui est celui de la préservation de ces endroits et qu'il faut y faire attention. C'est donc un thème sombre que l'humain est en train de détruire avec la modernité et donc un petit côté dramatique dès qu'on ajoute des ombres comme ça dure et un effet un petit peu inquiétant, étrange. Hop, dernière image. Là aussi, j'ai pas réussi à la voir de manière très nette, j'en suis désolé. Mais là aussi, on a un effet de lumière qui est dû au soleil, sûrement. Qui est dû à une percée dans un nuage, peut-être, aussi, qui rend extrêmement bien, qui rend extrêmement agréable à l'œil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce photographe que je vous ai découvert vous aura plu. N'hésitez pas aussi à aller voir ses autres séries d'images. Malheureusement, on n'a pas le temps à chaque fois dans ces vidéos qui sont déjà assez longues, qui durent carrément une demi-heure, de vous montrer, de vous expliquer tout le travail d'un photographe, parce que c'est le travail de toute une vie parfois qui est sur les sites. Du coup, voilà, j'ai analysé cette série parce qu'elle m'avait touché quand je l'ai vue. Ça, c'est un photographe que j'ai découvert avec Instagram, il me semble. En tout cas, voilà, n'hésitez pas vraiment à aller voir ce qu'il fait, encore une fois. N'hésitez pas aussi à commenter si, dans certaines photos, j'ai émis des avis et que vous n'êtes pas d'accord, tout simplement. Je suis totalement ouvert au débat constructif, rappelons-le. Et puis, nous, on se retrouve bientôt. Mais avant, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon livre « Comment devenir meilleur photographe » en PDF gratuitement dans la description, où j'analyse cette fois plusieurs de mes images à moi, et où je commente comme ça, je décris, j'essaye de vous expliquer comment elles ont été construites et les différentes astuces que vous pouvez, vous, après, réutiliser dans vos propres images. Donc nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous!